Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, nombreux et nombreuses. Nous poursuivons aujourd'hui les rencontres Michel Foucault et j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexia Delbrey et Mélanie Voyer pour cette table ronde que nous avons intitulée « Accueillir, assister, protéger » aux côtés des victimes de traumatisme et de violence. Alors il s'agissait aujourd'hui, par leurs deux présences, puisque c'est une conférence à deux voix que vous allez donner, d'éclairer leur engagement de chercheuses, de psychiatres, de médecins légistes. Et toutes deux dirigent aussi des structures d'établissements publics. C'est quelque chose dont on a parlé tout à l'heure. Donc, elles viennent, j'allais dire, pas forcément au secours, mais en tous les cas, elles sont là dans leur structure pour veiller aux maux de la société quand ils arrivent jusqu'à elles. Donc, c'est un engagement professionnel, évidemment, mais bien plus que ça. Donc, je vous laisse la parole et merci toutes les deux d'avoir accepté d'être là. Bon, déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci Lydie de nous avoir invités à évoquer notre engagement aujourd'hui dans le cadre de ces rencontres Michel Foucault. Donc, on a réfléchi avec le docteur Delbrey comment on allait présenter cette conférence et on s'est dit que vu que ça parlait de l'engagement, c'était important de repartir de là où on en est parti pour arriver aujourd'hui à la création puis la mise en place des structures que l'on va vous présenter dans un second temps. Donc, je suis la docteure Mélanie Voyer, donc je suis effectivement psychiatre et médecin légiste et responsable du Centre régional de psychotraumatologie pour le nord de la Nouvelle-Aquitaine qui dépend du centre hospitalier Henri Laborie. Donc, je suis médecin. J'ai fait des études de médecine pour devenir psychiatre. C'était un choix. Et dans le cadre des études de médecine, vous savez qu'on passe par différents services et je suis passée par la médecine légale comme externe. C'était un stage qui n'était pas encore ouvert au CHU de Poitiers, mais ça m'intéressait avec les cours du docteur Sapanet qui est intervenu un certain nombre de fois ici dans les rencontres Michel Foucault. Et donc, ce stage-là m'a donné un attrait pour les liens entre le droit, la médecine, le système judiciaire. Mais bon, je voulais quand même être psychiatre, donc je suis restée dans cette idée-là. J'ai fait mon internat de psychiatrie à Poitiers, dans le service du professeur Jean-Louis Senon, là aussi qui était très impliqué dans la psychiatrie médico-légale et donc dans ce lien entre la justice et la médecine. Et je me dirigeais plutôt vers finalement la prise en soin des auteurs de violences. J'étais plutôt du côté de l'agressologie, des auteurs de violences, notamment des auteurs de violences sexuelles. J'ai continué à avoir des liens avec la médecine légale parce que, à mon époque, à notre époque, la médecine légale était encore une surspécialisation d'une spécialité médicale. Donc, on pouvait être psychiatre et médecin légiste. Et donc, j'ai, dans le cadre de mon internat, continué à faire des semestres en médecine légale pour apprendre le métier de médecin légiste. À l'époque, surtout en thanatologie, finalement, la médecine légale du vivant était peu développée, mais ça commençait un petit peu pendant mon internat, mais vraiment avec cette idée de ces liens très intéressants entre justice, psychiatrie, médecine légale, et vraiment avec cette idée de mieux comprendre les auteurs de violences et ce qui pouvait conduire à un moment donné des personnes à commettre ces actes, que ce soit dans le cadre de violences conjugales ou de violences sexuelles. Donc, je finis mon internat ici, je deviens psychiatre, puis je passe mon desk de médecine légale, donc je deviens médecin légiste. Ça, c'était dans les années 2008. Et puis 2010, réforme de la médecine légale. Et là, on se met à voir, à partir de 2010, beaucoup plus de victimes vivantes du côté de la médecine légale. Alors, on les voit en tant que médecin légiste. On constate les lésions physiques, les ecchymoses, ça on sait très bien décrire,
Et puis on se rend compte qu'il y a aussi un impact psychique. Et à l'époque, 2008-2010, la psychotraumatologie, en tout cas, c'est assez peu enseigné. C'est pas du tout enseigné en psychiatrie générale. Ça n'existe quasiment pas. Alors, on a les chances à Poitiers d'avoir, depuis longtemps, grâce au professeur Jean-Luc Senon, des liens avec d'autres universités, dont l'université de Paris-Descartes à Paris, avec des co-séminaires qui sont organisés à Paris, notamment avec le docteur Gérard Lopez, qui est président, à l'époque directeur de l'Institut de victimologie et du Centre de psychotraumatologie de Paris. Et voilà, quand on va à ces séminaires, qui sont des séminaires de criminologie à Paris, je rencontre le docteur Gérard Lopez et qui me dit quand même, le psychotrauma, c'est important. Alors toi, tu t'occupes des auteurs de violences, mais il y a quand même aussi des victimes qui ont un impact psychique important. Et donc, il va falloir à un moment donné quand même réfléchir aussi à Poitiers à s'intéresser à cette dimension-là. Bon, donc, je reviens à Poitiers, on continue à avoir des victimes en médecine légale. Et en fait, on constate qu'effectivement, il y a des conséquences psychiques à ces violences, que ce soit dans les suites de violences sexuelles ou de violences intrafamiliales, ou même d'autres types de violences, mais on n'a rien à leur proposer. C'est-à-dire que, alors elles vont pas bien, hein, elles vont vraiment pas bien sur le plan psychique, mais on constate juste, nous, en tant que médecins légistes, on oriente vers les centres de consultation médico-psychologique, donc la psychiatrie générale, non spécialisée, mais on sait que la prise en soin ne va pas forcément être extrêmement adéquate. Donc à partir de 2012, je me dis il faut qu'on monte quelque chose de plus spécialisé à Poitiers, du côté de la psychiatrie, pour pouvoir accueillir ces victimes de violences et de prendre en soin vraiment la partie du traumatisme psychique qui jusqu'alors ne fait l'objet d'aucun soin spécialisé. Donc j'écris un projet que je présente à mon établissement, on se souvient, en décembre 2013. En tout cas, c'était prévu de le présenter en décembre 2013. J'ai accouché à ce moment-là. Donc, je n'ai pas pu le présenter, mais il était à l'ordre du jour de la CME de l'établissement de la Borie. Et à l'époque, on me dit, bon, alors, votre projet, il est hyper intéressant, mais par contre, il faut nous prouver qu'il y a vraiment une demande et un besoin. Alors, c'est toujours la problématique en médecine pour avoir des sous, c'est qu'il faut prouver qu'on en a besoin. Donc le projet reste un peu dans les tiroirs. Moi, il est toujours dans ma tête, mais en tout cas, je n'ai pas de financement à l'époque pour pouvoir le développer. 2015, on sait bien ce qui s'est passé, les attentats de Paris, un grand nombre d'impliqués qui souffrent de traumatisme psychique. Et là, la question vraiment du psychotrauma revient vraiment sur le devant de la scène, où on se dit, quand même, là, on a beaucoup de victimes qui ont des traumatismes psychiques qui vont vraiment pas bien, et en fait, il n'y a pas de structure de soins spécialisée pour les recevoir, ces personnes-là. À côté, il y a toujours cette idée, en tout cas, de monter des structures aussi pour les femmes victimes de violences, parce que là aussi, il n'y a pas de structure spécialisée en France pour accompagner les victimes de violences. Et donc la DGOS, la Direction générale de l'offre de soins, dit qu'il faut qu'on réfléchisse à des structures spécialisées. Donc il y a des groupes de travail qui se mettent en place au niveau national pour réfléchir à un cahier des charges, pour monter des structures spécialisées pour la prise en charge des traumatismes psychiques. D'abord, du côté des femmes victimes de violences. Et c'est à cette occasion-là que j'ai eu la chance de rencontrer Ernestine Renet, qui était à l'époque à l'AMIPROF, à la mission interministérielle de protection des violences faites aux femmes. Je vais raccourcir l'acronyme. Et donc, on réfléchit à un cahier des charges à la DGOS vraiment spécifique pour la prise en soin du psychotrauma, avec un financement à l'époque qui devrait être dédié pour la création dans chaque département de structures de soins spécialisées. Le cahier des charges est écrit et là, il y a d'autres ministères qui arrivent dans
dans le circuit qui disent bah oui, mais alors là c'est pour les femmes, mais il faudrait le prévoir aussi pour les victimes d'attentats, et puis il faudrait aussi le prévoir pour les réfugiés, les demandeurs d'asile qui ont un parcours traumatique aussi. Et donc on s'est retrouvé 2018 avec un cahier des charges pour des structures de soins en psychotraumatologie, mais qui devait accueillir l'intégralité des personnes souffrant de trauma, quel que soit le type d'événement traumatique, avec la même enveloppe budgétaire que si ce n'était que pour les femmes victimes de violences. Et là, c'est plus par département, c'est à l'échelle régionale. Bon, voilà, ça c'est les tuyaux ministériels qui arrivent à ça. Et donc 2018, il y a enfin un appel à projet pour la création de ce type de structure. Donc, bien évidemment, le centre hospitalier Henri Laborie répond à cet appel à projet en 2018. Donc, ne sont retenues au niveau national que 10 structures. La Nouvelle-Aquitaine, à ce moment-là, n'est pas retenue parmi les projets. Donc, nous n'avons toujours pas, en 2018, fin 2018, la possibilité de créer cette structure de soins spécialisés en psychotraumatologie. Et heureusement, on aura l'ARS à l'époque, donc l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, qui dit en fait, c'est pas possible que sur la Nouvelle-Aquitaine, vu la taille de notre région, on n'ait aucune structure de soins spécialisés en psychotraumatologie sur notre territoire. Donc l'ARS Nouvelle-Aquitaine fait le choix d'elle-même financer la création de structures spécialisées pour le Nord, donc portées par le centre hospitalier Henri Laborie, et je vous expliquerai comment ça fonctionne, donc pour le Nord de la Nouvelle-Aquitaine, et une antenne pour le Sud de la Nouvelle-Aquitaine, portée par le CH Charles Perrins. Mais vu que c'est une enveloppe budgétaire par région, l'ARS nous donne l'équivalent de ce qui est versé aux autres structures hospitalières, en tout cas aux autres centres qui ont été retenus par la DGOS, donc avec une enveloppe initiale de 400 000 euros divisée par 2, donc 200 000 euros par structure, comme ça vous aurez l'intégralité des éléments. Donc on est parti avec cette enveloppe budgétaire pour enfin, alors avec ces moyens-là, pouvoir créer une structure de soins spécialisée en psychotraumatologie, donc pour traiter les traumatismes psychiques pour les personnes qui ont été confrontées à des situations de violence, mais pas que, pour tout type de trauma, et je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne après. Mais médecine légale, on travaille ensemble. Bonjour à tous. Donc moi, je suis le docteur Alexia Delbreil. Je suis chef de service de la médecine légale au CHU de Poitiers. Et comme le docteur Voyer, je suis psychiatre d'origine et j'ai passé un diplôme de médecine légale. Et moi, j'ai voulu très jeune devenir psychiatre. Donc j'ai aussi fait médecine pour devenir psychiatre. Et je suis venue de Toulouse à Poitiers pour intégrer la filière qui était proposée par le professeur Senon en psychiatrie, filière médico-légale, de psychiatrie médico-légale, qui montrait des liens très forts entre différentes universités, notamment avec le droit et la psychologie, ce qui permettait d'avoir une vision très transdisciplinaire de la psychiatrie médico-légale. Et c'est ça qui m'a attirée pour venir faire mon internat de psychiatrie à Poitiers. Et puis, j'ai rencontré le docteur Voyer, qui m'a dit ça serait bien d'aller faire un stage en médecine légale aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé un premier stage, puis un deuxième stage en médecine légale, et que j'ai passé ma thèse de médecine. Et j'ai ensuite, à l'issue, passé mon diplôme de médecine légale. Et ma thèse de médecine, j'ai choisi de l'orienter vers la prise en charge, l'étude des facteurs de risque des homicides au sein du couple. Parce que à cette époque-là,
Donc c'était 2008-2009, à peu près la période dont tu parlais tout à l'heure. À cette époque-là, 2008-2009, on commençait à parler des violences faites aux femmes et des violences conjugales. En médecine, beaucoup d'étudiants passaient des thèses autour des violences conjugales. Et je m'étais dit, on va essayer de cibler autre chose. Et donc, on a décidé de travailler sur les homicides au sein du couple. À travers cette thèse, on a pu mettre le doigt sur la nécessité de la prise en charge, bien sûr, des violences conjugales, mais également de travailler à la prévention de ce type d'homicide, et donc à essayer de détecter de manière plus précise le danger et ce qui pouvait, la dynamique des couples qui pouvait amener à ce type de passage à l'acte ultime. Et là aussi, on a pu faire le même constat, puisque à partir de 2010-2011, quand il y a eu cette réforme de la médecine légale, on a été embauchés ensemble au CHU et on a continué à travailler ensemble sur ces thématiques. On a pu faire le constat que nous, ce qu'on faisait en médecine légale, c'était de voir les victimes une fois. On faisait ce constat de lésion, de retentissement sur la victime, même si on arrivait à mettre en évidence le retentissement sur le plan psychique. On se sentait un peu démunis de les laisser repartir sans qu'il y ait vraiment d'accompagnement qui soit dédié, spécialisé à leurs problématiques. Que ça soit sur un accompagnement de type soutien organisationnel et également sur le plan psychique. Et là aussi, comme le docteur Voyer vous l'a expliqué, on a besoin d'argent. Et donc, on a passé plusieurs années à réfléchir de quelle manière est-ce qu'on pouvait, nous, dans notre discipline, continuer à accompagner ces victimes à la suite de cet examen médico-légal. Et le projet a pu mûrir pendant plusieurs années, puisque ce n'est qu'en 2021 que l'Agence régionale de santé a proposé des appels à projets, donc à la suite des Grenelles, du Grenelle sur les violences conjugales, à la suite de la mise en place des centres de psychotraumatisme, où là, le gouvernement a décidé d'ouvrir des structures qui soient dédiées à la prise en charge des femmes victimes de violences. Et donc, on a pu postuler au CHU rapidement sur ce projet, puisque son écriture était aussi facilitée par le fait qu'on ait déjà un réseau partenarial important sur le département, et notamment sur Poitiers, le fait que nos deux hôpitaux travaillent bien ensemble depuis aussi longtemps. Et donc, on avait pu penser bien en amont, finalement, ce projet qui a été accepté et qui a permis une ouverture de notre unité en 2023. On va vous présenter ce que font le rôle et les missions de ces unités de manière un peu plus précise. Il y avait un autre élément que je voulais vous dire, mais ça m'est sorti de la tête. Peut-être Mélanie, du coup, je te laisse la parole sur la présentation en premier du centre de psychotraumatologie, et puis ensuite je ferai le lien avec les unités de médecine légale. Peut-être pour compléter aussi ce que tu disais, c'est l'accompagnement des victimes de violences. C'est une prise en soin et c'est un accompagnement qui est global, qui nécessite une approche pluridisciplinaire et les projets qu'on va vous présenter, que ce soit celui de la consultation en psychotraumatologie ou la maison des femmes, la maison de Freya, ce sont des dispositifs qui s'inscrivent dans un réseau de professionnels. Et c'est aussi par les discussions que nous avons eues avec les différents professionnels du territoire, dans le cadre notamment des réseaux de professionnels accompagnant les victimes de violences conjugales ou de violences intrafamiliales. Il y en a 5 réseaux dans le département. On est depuis
longtemps, je ne dirais pas combien d'années, dans celui notamment de Poitiers. Et donc c'est aussi ces réseaux-là qui ont fait remonter les besoins, qui ont permis de... Dans le cadre des projets et des appels à projets, de porter aussi les dispositifs que nous voulions mettre en place, dispositifs spécifiques de soins, mais qui s'inscrivent vraiment dans un accompagnement global des victimes. Et le centre de psychotrauma ne pourrait pas fonctionner sans maintenant la maison des femmes et sans l'unité médico-judiciaire et sans les structures d'accompagnement social, les intervenants sociaux en gendarmerie ou en commissariat, que sans le CIDFF. Voilà, c'est vraiment parce qu'il y a ce réseau de professionnels, c'est aussi la richesse de notre département, où on a vraiment des professionnels qui sont, on parle d'engagement, mais qui sont vraiment engagés, parce que les réseaux de professionnels dans le cadre des violences conjugales, c'est... Alors certes, c'est sur le temps de travail, mais souvent ça va au-delà du temps de travail pour se mobiliser, pour échanger et puis pour organiser des actions aussi de sensibilisation au plus près aussi des personnes sur le territoire. Donc ça me semblait important de rappeler cette inscription de ces projets-là dans un territoire et dans un réseau. Oui, alors moi j'étendrai même un peu plus, parce que j'aurais tendance à dire que le réseau... Il y a eu ce réseau de professionnels, mais il y a aussi eu tous les réseaux universitaires et institutionnels autour de nous qui ont aussi fait avancer beaucoup les projets, nos idées. Ça fait longtemps qu'avec l'université et avec Lydie Baudiou, Frédéric Chauveau, il y a des groupes de travail en lien avec les violences faites aux femmes. C'est vraiment un travail de longue haleine qui permet de modifier et d'alimenter nos réflexions, nos pensées dans ce domaine pour pouvoir mieux construire les projets avec l'ensemble de nos partenaires autour. Et c'est une des richesses que l'on a sur notre territoire, de pouvoir plutôt bien travailler ensemble quand on voit certains départements autres autour de nous, et parfois des plus grosses villes où on s'imagine qu'ils ont forcément plus de moyens et qu'ils arrivent à faire plus de choses. C'est pas forcément le cas, parce que ici c'est plutôt fluide entre nous et entre institutions, on arrive à travailler ensemble, et c'est ça qui nous fait avancer beaucoup. Tout à fait. Donc je vais vous présenter l'organisation et finalement comment fonctionne le Centre régional de psychotraumatologie, quelles sont ses missions. Voilà, merci. Donc a priori, avec ça, je vais pouvoir passer. Donc les missions principales du Centre régional de psychotraumatologie, on ne les a pas inventées, hein, c'est celles qui sont dans le cahier des charges des centres régionaux de psychotraumatologie. Donc ce sont les mêmes, quel que soit le territoire. Maintenant, depuis 2021, nous sommes financés par la DGOS directement. Il y a 15 centres régionaux de psychotraumatologie en France. Donc chaque région a le financement d'un centre. Les missions du Centre régional de psychotraumatologie, ce sont des missions de structuration. Le Centre régional de psychotraumatologie, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça couvre l'ex-Poitou-Charentes et l'ex-Limousin, notre champ d'intervention. Donc notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que dans chaque département, il puisse y avoir une offre de soins spécialisée en psychotraumatologie pour l'adulte, pour l'enfant et pour l'adolescent. Dans chaque département, de façon à ce que ce soit le plus près vraiment des victimes et des personnes qui en ont besoin. L'idée, c'est pas que à Poitiers, on prenne en soin des personnes qui habitent dans la Creuse. Ça n'aurait pas de sens. Donc il faut vraiment que ce soit les professionnels des territoires qui se forment avec des techniques de soins spécifiques, qui se forment à l'évaluation, qui se forment au repérage. Et donc on a un gros volet formation au centre régional, parce que on ne peut pas structurer d'offres de soins si les personnes ne sont pas formées. Donc il faut qu'on forme, et je vais vous expliquer un peu comment on fait ça. Et puis on a bien sûr une mission de soins, alors de soins experts à l'échelle du nord de la Nouvelle-Aquitaine. Donc si on a des collègues qui veulent une évaluation par rapport à une question de diagnostic ou de thérapeutique, on peut faire ça, mais c'est à un moment donné, et les soins après seront réorientés
dans leur département au plus près de là où habite la personne, et on a mis en place des consultations spécialisées à l'échelle du département de la Vienne pour les adultes au sein du Centre régional de psychotraumatologie, et puis il y a aussi une consultation pour les enfants et les adolescents. Donc le Centre régional de psychotraumatologie, il est ouvert maintenant depuis septembre 2019, avec une équipe qui s'est renforcée au fur et à mesure. On a une responsable, une chargée de mission de coordination et d'animation de réseau qui a réalisé dans chaque département une cartographie des ressources. Alors, cartographie qui est disponible sur le site internet du CRP Nord-Nouvelle-Aquitaine, mais également sur le Sud Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est à l'échelle de la région. Cartographie sur laquelle vous retrouvez les structures de soins spécialisées en psychotraumatologie adultes, enfants, adolescents, mais également les structures de type maison des femmes, donc maison des femmes santé, portées par les centres hospitaliers, où vous retrouvez les unités médico-judiciaires, mais également les unités d'accueil pédiatrique enfance en danger. Donc, les dispositifs qui permettent à un moment donné d'accompagner des victimes de violences. Donc ça, c'est un gros travail de cartographie qui est mis à jour régulièrement. Et on a fait également une cartographie de l'offre de soins en libéral, donc les psychologues et les psychiatres libéraux dans chaque département, qui sont formés à la fois à la psychotraumatologie et à des techniques de soins spécifiques du psychotrauma. Donc mission de cartographie, mais pour augmenter justement cette cartographie et permettre qu'il y ait des structures qui se créent dans chaque département, eh bien, je vous disais que ce volet formation, il est essentiel. Alors, on a plusieurs niveaux de formation, parce que tout le monde n'a pas besoin d'avoir les mêmes connaissances quand on parle de psychotrauma. Donc, on a un gros volet formation au repérage et au dépistage qui là va être ouvert à tout professionnel pouvant être en contact avec des victimes de violences ou des personnes à l'épreuve du psychotrauma, donc professionnels de la justice, de la santé, du social, de l'éducation. On a un autre volet qui va être vraiment là d'évaluation et là qui va être essentiellement ouvert aux professionnels de santé. Comment on diagnostique un trouble de stress aigu, comment on diagnostique un trouble de stress post-traumatique, comment on diagnostique un trouble de stress post-traumatique complexe, comment on évalue les conséquences psychiques des violences conjugales et des violences sexuelles notamment. Et puis un dernier volet, qui est un volet traitement, qui là est vraiment ouvert aux professionnels de santé mentale, qui interviennent notamment en psychiatrie, où là on va former les personnes à des outils spécifiques du traitement du trouble de stress post-traumatique, et à des outils de régulation émotionnelle, de stabilisation, pour permettre l'accompagnement au mieux thérapeutique des personnes à l'épreuve du trauma. Chaque année, on forme plus de 3000 professionnels. D'accord ? On forme à la fois en présentiel et en distanciel pour pouvoir couvrir aussi notre grande région. Donc ce sont des formations qui sont maintenant bien repérées sur le territoire et surtout on forme au-delà de la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis le volet soins, parce que c'est quand même ce pourquoi au départ je me suis dit que c'était important qu'on ait une consultation de psychotraumatologie à Poitiers, en tout cas pour le département de la Vienne. Donc oui, on fait aussi du soin parce que c'est aussi parce qu'on a cette pratique clinique du quotidien qu'on va pouvoir développer des formations qui ont du sens, parce qu'on sait de quoi on parle, qu'on va pouvoir aussi continuer à avancer dans la recherche, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de cette mission-là, mais c'est un volet qui est extrêmement important. Le centre de psychotraumatologie fait partie du pôle universitaire de psychiatrie adulte, donc le volet enseignement et recherche, ça fait partie de l'essence même du centre de consultation. Donc la recherche, pourquoi la recherche ? Parce qu'elle va nous permettre de développer des soins qui vont être les plus pertinents et expérimenter aussi de nouveaux types d'accompagnement et de nouveaux types de soins pour être de plus en plus efficaces pour la prise en soin du psychotrauma. Au niveau du CRP, on prend en charge des patients, je vous le disais, majeurs, plus de 18 ans, donc qui habitent dans le département de la Vienne. Par contre, c'est ouvert à tout type
d'événements traumatiques, donc bien sûr des situations de violence, mais également des accidents, des agressions sur le lieu de travail, et quelle que soit l'ancienneté de l'événement traumatique, de l'aigu jusqu'au très ancien, parce que quelle que soit l'ancienneté de la confrontation à l'événement traumatique, s'il a encore un impact dans le présent, sous la forme d'une symptomatologie psychotraumatique, eh bien, on peut travailler dessus et on peut aller mieux. Donc, il ne faut pas hésiter, et quelle que soit l'ancienneté, même si ça fait 60 ans, on peut vraiment, alors je dirais, guérir d'un trouble de stress post-traumatique. Et pour ça, on va utiliser des techniques thérapeutiques spécifiques du trauma qui sont vraiment validées scientifiquement dans la prise en charge du trouble de stress post-traumatique. Ce sont essentiellement des thérapies qu'on appelle des thérapies brèves, parce qu'on va travailler sur le souvenir de l'événement traumatique. Alors, au centre de psychotrauma, on travaille beaucoup avec le MDR, qui est une technique avec laquelle on va travailler sur les souvenirs qu'on va essayer de désensibiliser avec des mouvements oculaires. Alors on peut se dire, oh là là, c'est quoi ce truc? Si, c'est validé scientifiquement, c'est dans toutes les recommandations internationales, c'est efficace dans le traitement du trouble de stress post-traumatique. On utilise aussi les thérapies cognitivo-comportementales, où là, on va faire de l'exposition prolongée au souvenir de l'événement traumatique. On va utiliser aussi une autre technique qui s'appelle la thérapie de la reconsolidation, où là, on va faire de la thérapie d'exposition, mais on va utiliser un médicament qui va faciliter finalement l'extinction de la composante émotionnelle du souvenir pour permettre à ce souvenir d'être enfin rangé correctement dans le passé. Donc en moyenne, on est sur une dizaine de séances de prise en soin. Alors, en fonction de la durée des situations de violence, on peut être sur des suivis qui vont être un peu plus longs, mais en moyenne, on est plutôt sur des prises en charge qui sont assez brèves, avec des accompagnements en individuel, mais également des prises en charge groupales. Alors sur le groupal, on ne va pas faire de la thérapie d'exposition de groupe, c'est pas du tout ça qu'on fait, mais on va travailler sur d'autres dimensions parce que le trauma, ça attaque le corps. Donc on va proposer des thérapies à médiation corporelle pour essayer de travailler différemment sur les souvenirs de l'événement traumatique qui se sont inscrits dans le corps, donc avec notamment une art thérapeute, avec l'abord de la psychomotricité. On a une psychomotricienne maintenant dans le service et c'est génial ce qu'on peut développer avec elle. On a des groupes aussi de self-défense pour travailler, une fois que le souvenir de l'événement traumatique est réenregistré, sur la reprise d'une confiance en soi et d'une estime de soi, donc avec la self-défense qui est un atelier qui est mené par un infirmier du centre de psychotrauma avec d'autres soignantes du service. Cette idée étant vraiment de prendre en charge la composante psychotraumatique dans sa globalité, de façon à permettre à la personne de reprendre une vie la plus apaisée possible, en tout cas décharger vraiment du poids des souvenirs des différents événements traumatiques auxquels elle a pu être confrontée. Donc maintenant on est une équipe pluridisciplinaire qui associe à la fois des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, psychomotriciennes, des secrétaires bien sûr, qui nous accompagnent, et puis une chargée de mission, tout à l'heure je vous en parlais, qui fait toute la structuration. Donc on est situé pour l'instant pour les soins essentiellement à Poitiers. On n'a pas encore réussi à avoir le financement pour une équipe mobile, donc ça nécessite que les personnes viennent faire les soins à Poitiers. On a souhaité sortir, et ça faisait partie du cahier des charges en tout cas qui avait été imaginé au départ à la DGOS, de faire en sorte que ces structures de soins ne soient pas au sein de l'hôpital psychiatrique, pour essayer de déstigmatiser le soin psychique, notamment en psychotraumatologie, parce que, notamment pour les victimes de violences conjugales, parfois elles entendent de la part de leur agresseur « de toute façon t'es folle », et que finalement le fait d'aller en psychiatrie, ça donne une raison de plus au conjoint violent de dire tu vois bien, de toute façon t'es complètement barré, tu vas voir un psychiatre. Le centre de psychotrauma, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas en psychiatrie. Finalement, on ne voit même pas vraiment qu'on est à l'hôpital. C'est donc rue de la Goélette, c'est la zone du Grand Large. On est derrière la Foire Fouille, quoi, en gros, près de Leclerc.
dans un bâtiment qui accueille des structures de soins. Il y a quelques cabinets médicaux, mais il y a aussi des voyages, voilà, une petite agence de voyage spécialisée en handicap. Donc c'est vraiment voilà, des très beaux locaux, tout neufs, qui sont vraiment extrêmement agréables pour les personnes qui arrivent et qui sont très agréables aussi pour les soignants. L'idée étant vraiment de déstigmatiser le soin et faciliter cet accès à des soins. Ce que je n'ai pas dit, c'est que l'accès au centre de psychotrauma ne nécessite pas d'adressage par un professionnel de santé. Parce qu'on sait aussi à quel point ça peut être compliqué de parler de ce qu'on a pu vivre, d'en parler notamment à son médecin traitant ou à d'autres professionnels de santé. Donc, c'était cette idée, c'était de faciliter l'accès, on ne fait pas de filtre. Ça, c'est son inconvénient, on a beaucoup de demandes de prise en soin, donc ce qui génère une liste d'attente avant de pouvoir bénéficier de soins au centre de psychotrauma, mais ça nous semblait important. Donc voilà, on est ouvert du lundi au vendredi. Je vous ai remis l'adresse mail. On peut être contacté par mail aussi pour le premier contact, parce que prendre un téléphone, parfois, c'est pas facile. Donc le contact par mail peut faciliter cet accès-là. Et puis on a une page internet sur laquelle vous pouvez retrouver un certain nombre de renseignements, que ce soit par rapport aux soins, mais également les formations qu'on peut dispenser. Il y a un certain nombre de vidéos aussi. Et puis la cartographie que je vous ai présentée tout à l'heure, elle est sur la page internet. Donc voilà pour le centre de psychotrauma. Et on travaille beaucoup avec l'UMJ, avec l'UAPED et puis avec la Maison de Freya. Donc moi, je vais vous présenter les structures de victimologie qui font partie du CHU de Poitiers et du service de médecine légale. On vous disait tout à l'heure, la réforme de la médecine légale, c'est 2011. Et en fait, avant cette période-là, on voyait quasiment pas de personnes victimes vivantes dans notre activité. À partir de ce moment-là, ça a commencé à progresser et ça ne fait qu'augmenter tous les ans. Avec à l'unité médico-judiciaire environ 2000 victimes reçues tous les ans. Et c'est aussi cet afflux de victimes, cette croissance chaque année qui nous a fait dire qu'il était important de pouvoir créer un service dédié à cette prise en charge victimologique et qui soit aussi plus agréable pour les victimes pour pouvoir les recevoir dans des bonnes conditions. On a donc associé à l'unité médico-judiciaire, qui, elle, existe depuis 2011, la Maison de Freya, qui est la maison des femmes à l'hôpital, et l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger. Et ce sont maintenant ces trois unités qui constituent quelque part le pôle de prise en charge des victimes au sein du CHU. Avec ces trois unités, on peut prendre en charge tout type de violences. Des violences intrafamiliales, mais aussi des violences extrafamiliales, des violences physiques, psychologiques, sexuelles, toutes les formes de harcèlement, les violences économiques, les violences administratives, peu importe. On reçoit aussi à l'unité médico-judiciaire des victimes d'accidents, notamment des accidents de la voie publique, des personnes qui se sont fait mordre par un chien, un piéton qui a traversé la rue qui s'est fait renverser. À partir du moment où il y a l'intervention d'une tierce personne, la mise en responsabilité d'une tierce personne, la justice peut être amenée à nous envoyer ce type de victimes également. Donc un petit mot sur cette unité médico-judiciaire, qui est notre première unité de prise en charge. Globalement, pour faire simple, c'est le parcours judiciaire de la victime. C'est quand même la majeure partie de notre activité sur l'UMJ. C'est la victime qui a déjà déposé plainte dans un commissariat, dans une gendarmerie, ou le procureur de la République qui s'est auto-saisi d'une situation dont il a eu connaissance. À la suite de ce dépôt de plainte, la victime est reçue en consultation médico-légale par un médecin légiste suite à une réquisition judiciaire. Donc c'est un enquêteur qui, à la demande du procureur de la République, nous missionne pour que l'on puisse réaliser l'examen de la victime, un certificat qui en découle, sur lequel on va décrire l'ensemble des conséquences physiques et psychologiques pour une victime et qui sera intégré à sa procédure judiciaire. Donc notre objectif est vraiment
assez, on va dire, aigu, hein, là, l'objectif, c'est la rédaction de ce certificat, d'amener à la justice des éléments de discussion, de réflexion sur les conséquences pour la victime. À l'issue, à la fin du certificat, on va déterminer ce qu'on appelle l'incapacité totale de travail, l'ITT. C'est un chiffre, c'est soit un nombre de jours, qui va, pour le magistrat, représenter quelque part les conséquences, l'intensité, la gravité des conséquences pour une victime, pour faire simple. À côté de ce parcours judiciaire de la victime, où on peut proposer déjà une prise en charge psychologique qui va être de courte durée, mais c'est une possibilité de débuter du soin à la suite des événements aigus que la victime vient de vivre. On s'est dit que même s'il y avait cette possibilité de prise en charge psychologique, ça restait assez pauvre quelque part en termes de prise en charge. Et c'est comme ça qu'on a construit le projet de la maison de Freya. Cette maison des femmes, dont vous voyez le logo à côté, puisque c'est un logo que peut-être vous avez déjà vu ailleurs, puisque nous sommes intégrés au réseau Restart, qui est le réseau national de ces maisons des femmes, qui en a entre 15 et 20 en France actuellement, et avec lequel on a une convention pour appartenir à leur réseau. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, le projet a été porté en 2021, mais l'ouverture s'est faite en janvier 2023 avec une intégration au réseau Restart à la fin de l'année 2023. Ces structures, les maisons des femmes, alors je ne vous l'ai pas dit pour l'unité médico-judiciaire, mais l'unité médico-judiciaire, c'est une structure qui est financée par le ministère de la Justice, puisqu'on travaille pour le magistrat, pour les juges au sein de cette unité. Elle est financée uniquement par le ministère de la Justice. Pour les maisons des femmes, c'est différent. C'est une structure de soins qui est financée avec une base de l'Agence régionale de santé. Et ensuite, puisque ces financements ne sont pas suffisants pour fonctionner et pour proposer l'ensemble des soins dont on a besoin, on utilise des financements privés avec du mécénat. Donc, c'est une unité qui reçoit les appels aux dons au CHU et qui nous permet de pouvoir proposer des soins un peu annexes dont je vais vous parler. L'objectif de la Maison des femmes, c'est, dans un premier temps, de proposer un parcours d'accompagnement global aux femmes qui sont victimes de violences et de tout type de violences, là aussi. On parle beaucoup des violences intrafamiliales et on reçoit effectivement beaucoup de femmes victimes de violences conjugales. Mais ce n'est pas notre seul objectif. On reçoit des femmes qui sont victimes de violences extrafamiliales, de harcèlement au travail, par exemple, et que l'on peut également accompagner. Sur un lieu unique, on va venir centraliser une prise en charge médicale, psychique et sociale. On a une infirmière, des médecins, une psychologue et une assistante sociale qui vont travailler en équipe à déterminer quels sont les besoins des femmes qui viennent nous rencontrer et qui vont dépendre de là où elles se trouvent dans leur parcours de violence. On peut recevoir, nous aussi, sans qu'il n'y ait aucune orientation par un médecin ou par une autre institution. La porte est ouverte. Les personnes peuvent téléphoner d'elles-mêmes, peuvent envoyer un mail. Je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure. Mais elles peuvent aussi être orientées par la police, la gendarmerie, la justice, tous les professionnels de santé qui ont connaissance de l'unité et qui peuvent proposer à ces personnes de venir consulter chez nous. Il n'est pas du tout obligatoire qu'elles aient déposé plainte pour venir bénéficier de cet accompagnement. On peut, si elles le souhaitent, par la suite, les accompagner vers ce parcours judiciaire, mais ce n'est pas du tout une obligation. Certaines victimes ne souhaitent pas aller dans ce sens-là, et elles peuvent tout à fait être accompagnées pour être mises en sécurité et pour évoluer, avoir leur propre cheminement, sans pour autant qu'il y ait ce parcours judiciaire. On a pour mission de les accueillir, de les écouter, les accompagner, de leur proposer un suivi. Et là, on n'est pas forcément sur un suivi court,
comme on pouvait l'être sur l'unité médico-judiciaire, mais on peut être sur un suivi qui va être plus long. On a des personnes qui sont, alors on est ouvert depuis 1 an et demi à peu près, on a des personnes qui sont suivies depuis quasiment 1 an à la maison de Freya et qui ont encore besoin. Et ça, c'est tout à fait possible. On peut également les orienter, parce que le seul soin que l'on va proposer chez nous n'est pas toujours suffisant. On peut avoir besoin d'orienter vers le centre de psychotraumatologie, vers le XAPA, qui est le centre d'addictologie par exemple, vers d'autres associations de victimes, et également de pouvoir, grâce à nos partenaires, dont certains ont aussi des permanences qui vont être sur place. On a notamment une permanence du CIDFF, du PRISM et également du centre de psychotraumatologie qui nous permet de pouvoir, pour les femmes, continuer à leur proposer des rendez-vous sur un même lieu sans être dans l'obligation de leur dire il faut aller à tel endroit ou à tel endroit à chaque fois que l'on va avoir un partenaire qui va se rajouter dans la boucle. On est aussi positionné comme étant une unité ressource, une équipe ressource pour les professionnels de santé qui vont avoir besoin d'avis lorsqu'ils sont en présence de femmes victimes ou d'une suspicion qu'elles puissent subir des violences. Bien sûr, d'équipes ressources pour le CHU et pour tous les services du CHU, mais également pour des professionnels extérieurs qui pourraient être en cabinet notamment et avoir besoin de certains conseils. En termes de contact, donc, nous, on se trouve sur le site du CHU, mais dans un pavillon, pas dans la grande tour du CHU. On se trouve sur le pavillon Joseph Garnier, entrée 1 au premier étage. C'est une obligation pour les maisons des femmes de se trouver sur l'établissement de santé pour être à proximité des services d'urgence et des services de gynécologie. Ça fait partie du cahier des charges aussi de l'Agence régionale de santé. On est un service de consultation, on n'est pas du tout un service d'hébergement. Pour ça, on travaille avec nos partenaires qui, eux, disposent de places d'hébergement. Et donc, nous, on est un service ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h à peu près. Et vous avez ici le numéro de téléphone et l'adresse mail qui peuvent être utilisés par tout le public, toute la population. À côté des soins classiques qui sont proposés là. Je vous disais tout à l'heure, on utilise aussi des financements privés. Et les financements privés, ils nous permettent de pouvoir proposer, quand on en dispose, de soins notamment psychocorporels. Donc on va travailler avec des soins de socio-esthétique et d'art-thérapie également, dont on va bénéficier prochainement. On va avoir des séances de sophrologie qui vont également avoir lieu sur site. Donc, et ça, ce n'est possible que par cette aide privée, puisque l'Agence régionale de santé ne prévoit que le financement des postes des professionnels qui vont être présents sur place au sein de l'équipe. Et la troisième unité, c'est pour la prise en charge des mineurs. Ça fonctionne à peu près sur le même schéma, selon là aussi un cahier des charges de la DGOS, et s'appelle l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger, l'UAPED, dont vous avez peut-être entendu parler, qui se trouve sur le même site également, avec du coup des équipes qui communiquent entre elles, entre la prise en charge des femmes, entre la prise en charge des mineurs, et pouvoir aussi s'orienter la population si besoin. Les missions de l'UAPED tournent également autour d'une prise en charge médicale, psychologique et sociale. Par contre, pas exactement de la même manière que la Maison des femmes, puisque là, on est quand même principalement pour l'enfant autour du dépôt de plainte ou du signalement qui a été réalisé par une autre institution, par l'école parfois, par des professionnels de santé. Et l'enfant va arriver vers nous parce qu'il va être souvent auditionné par un enquêteur. Et on dispose à l'intérieur de l'unité d'une salle d'audition filmée pour mineurs, où les enquêteurs peuvent venir auditionner le mineur sur place et
ensuite, l'enfant enchaîne avec la consultation médico-légale, là aussi sur le même lieu, ce qui permet de pouvoir avoir une prise en charge qui va être plus rapide, coordonnée et plus fluide pour l'enfant, sans être obligé de changer de lieu à plusieurs reprises. À l'issue de la prise en charge médico-légale et d'enquête, environ une dizaine de jours après, l'enfant est reconvoqué avec ses parents, si ce ne sont pas les parents qui sont mis en cause, bien sûr, pour avoir un rendez-vous avec la psychologue qui va également faire une évaluation et pouvoir proposer, si cela s'avère nécessaire, un suivi au plus long cours avec cet enfant. En parallèle, les parents, toujours s'ils ne se sont pas mis en cause, vont avoir une consultation avec l'assistante sociale si c'est nécessaire, et ça leur permet aussi de pouvoir faire le point global sur la situation de l'enfant, mais aussi sur comment est vécue cette procédure judiciaire, comment a été vécue l'audition, la consultation médico-légale, et le fait de le faire un petit peu à distance nous permet de prendre du recul et de pouvoir recueillir ces informations. Un rapport médico-légal pluridisciplinaire avec le médecin légiste et l'évaluation psychologique va être envoyé à la justice à l'issue. La prise en charge psychologique est proposée si besoin et l'UAPED va se mettre en lien avec différents services de l'enfant et de l'adolescent, notamment l'ASE, bien sûr, l'aide sociale à l'enfance, la PMI, la protection maternelle et infantile, et les différents partenaires pour mineurs. L'UAPED pour les mineurs va également se positionner comme l'équipe de la Maison des Femmes, comme une équipe ressource qui va être amenée à pouvoir orienter, donner des avis aux professionnels, notamment quand la question du signalement ou d'une information préoccupante va venir se poser lorsque un professionnel pense qu'un mineur est potentiellement en danger, en insécurité quelque part. Ça permet d'ouvrir une discussion, une réflexion pluridisciplinaire et de ne pas rester seul par rapport à une telle décision de signalement. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Juste peut-être rappeler que en tout cas l'organisation telle qu'elle est proposée là au sein du CHU de Poitiers, elle n'est pas partout pareille, et c'est vrai que ça permet vraiment une fluidité des parcours dans lequel le centre de psychotraumatologie s'inscrit en donnant des consultations au sein de la maison de Freya, mais qui est également UMJ et UAPED. Donc vraiment cette articulation entre les professionnels et les structures, ça permet cette fluidité de parcours. On sait à quel point, notamment dans les violences conjugales, c'est morcelé. Les victimes sont souvent extrêmement perdues dans tous les professionnels qu'elles peuvent rencontrer. Elles savent l'impact des violences fait que parfois il y a de la confusion aussi dans leur pensée, qu'elles ont des problèmes de mémorisation, de concentration. Donc en plus, quand on leur dit il va falloir aller voir le psychiatre qui est là-bas, et puis la psychologue qui est dans un autre centre, et puis la juriste qui est encore dans un autre endroit, elles sont perdues. Là, l'intérêt vraiment de ce dispositif-là, c'est que c'est dans un seul lieu et que finalement, il y a juste à traverser le couloir, et c'est le professionnel qui peut même accompagner en disant voilà, la semaine prochaine, vous allez voir mon collègue, voilà, vous avez déjà vu où il était, on présente. Et c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus sécurisant pour les victimes que l'on accompagne et qui est un vrai atout. Ça fait longtemps que sur le territoire, il y a cette réflexion justement dans le réseau de professionnels de se dire mais il faut qu'on ait un lieu identifié, unique, pour pouvoir accompagner les victimes, notamment de violences conjugales, de violences intrafamiliales, mais même de violences sexuelles. C'est vraiment cette unité de lieu où c'est les professionnels qui se déplacent et pas les victimes qui va vraiment faciliter ce parcours qui est quand même, qui reste un parcours du combattant pour sortir de ces situations de violence. Donc c'est vraiment un vrai plus pour notre territoire. C'est vrai, j'y pensais pas, mais il y a très peu d'unités qui sont construites de cette manière-là.
peut passer aux questions maintenant avec la salle. Oui, tout à fait. On va vous demander de lever la main pour qu'on vous apporte des micros. Docteur Bouquet, psychiatre Henri Laborie à la retraite. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour chers collègues. Bonjour. Merci à vous deux pour votre brillante présentation. Moi j'aurais deux questions. Avez-vous noté une augmentation de votre file active depuis l'ouverture du centre, puisqu'on voit émerger de la violence partout dans la rue? Si on refuse une cigarette à quelqu'un, on peut se prendre un coup de poing ou un coup de couteau. Donc, quels que soient les prétextes, il y a un traumatisme important. Et quelle est la moyenne d'âge des victimes? Donc, c'est une seule question. Deuxième question, qu'en est-il des victimes que j'appellerais collatéraux, c'est-à-dire, à titre d'exemple, malheureusement, nous avons été amenés dans différents CMP à prendre en charge la famille de Chloé qui est décédée dans l'attentat du Bataclan. Et à l'époque, nous n'avions pas de formation. Moi, je m'occupais de personnes âgées, j'ai dû prendre en charge je sais plus, sa sœur jumelle ou son frère, je sais plus, et je n'avais pas de formation particulière puisque il ressentait une culpabilité d'être vivant, de ne pas être mort à la place de Chloé. Donc ça, c'est compliqué à prendre en charge et nous n'avions aucune formation. Donc je vous remercie énormément d'avoir ouvert le centre de psychotrauma. Vous avez quand même mis, enfin quand je parle de vous, c'est toutes les deux, 10 ans pour l'ouverture. Je me souviens qu'en CME 2013, enfin une certaine CME 2013, le projet n'avait pas été compris peut-être par les collègues de la CME et personne n'avait beaucoup adhéré à ton projet, Mélanie. Merci pour vos réponses. Alors, concernant la file active, oui, elle ne fait qu'augmenter. Alors, finalement, je ne sais pas si l'augmentation est due à l'augmentation des situations de violence ou au fait qu'on parle du psychotrauma, qu'on en parle plus, qu'on est de plus en plus identifié aussi à la fois par les personnes et par les professionnels, ce qui fait qu'on a beaucoup d'orientation. Et c'est sûr que on sait que s'il y a un documentaire à la télévision où on va parler d'inceste, où on va parler de violence conjugale, on sait que dans les jours qui viennent après, on va avoir une flambée des appels téléphoniques au secrétariat. Donc oui, on a un nombre de demandes qui ne cesse d'augmenter. Pour un exemple, pour les violences anciennes, notamment les situations de violence dans l'enfance. Alors, je dis violence ancienne et violence dans l'enfance, si on a passé plus de 40 ans, le délai de prise en soin actuellement au centre de psychotrauma, c'est 24 mois. Okay. Par contre, si vous êtes victime d'une agression là aujourd'hui et que vous nous appelez, vous êtes vu demain ou dans la semaine prochaine, d'accord ? Et si vous êtes jeune étudiante, 18 ans, même si vous avez été victime de violences dans votre enfance, vous allez être priorisé et vous serez vu en gros dans les 6 prochains mois. Donc on priorise aussi en fonction de l'ancienneté de l'événement traumatique parce qu'on sait que plus on va intervenir tôt, moins les conséquences seront importantes et plus vous allez pouvoir reprendre une vie quasiment normale. Quand on est sur des situations de violence vécues dans l'enfance et qu'on a 50 ans, ça ne veut pas dire que les conséquences elles sont moins importantes, mais ça veut dire que peut-être que on peut attendre encore un tout petit peu et dans cet intervalle-là, on va orienter de toute façon, parce qu'il y a une évaluation systématique qui est faite au moment de l'appel par des professionnels du centre. Ça va être une évaluation téléphonique qui va permettre d'évaluer l'intensité des symptômes, de prioriser la prise en soin et dans le laps de temps avant la prise en soin spécialisée trauma, de pouvoir orienter soit sur plutôt de la stabilisation des émotions ou s'il y a une comorbidité dépressive, ce qui est très souvent le cas dans les troubles de stress post-traumatique, orienter vers le CMP pour l'adaptation d'un traitement antidépresseur ou un travail sur l'estime de soi, la confiance en soi, dans l'attente d'avoir une thérapie centrée trauma, parce que quand on arrive au centre, on va travailler sur les souvenirs traumatiques. Et ça, c'est pas forcément évident.
de travailler sur les souvenirs traumatiques. Donc parfois, il faut un petit temps de préparation et de stabilisation et d'être en capacité de réguler les émotions quand on va se confronter aux souvenirs de l'événement traumatique. Donc parfois, ces 2 ans finalement d'attente, ils vont pas servir à rien et ça va pas être de l'attente. Il y a plein de choses qui vont se travailler. Et quand les personnes arrivent au centre, eh bien oui, elles vont pouvoir travailler sur les souvenirs. La moyenne d'âge actuellement dans notre file active, on est sur une moyenne d'âge qui est aux alentours de 30 ans. Donc voilà, c'est assez, vu que c'est une moyenne, on a du 18 à 75 ans pris en soin et on a dernièrement beaucoup de personnes jeunes qui viennent au centre. La deuxième question, c'était... Ah, les victimes collatérales. Alors là, ce que vous évoquiez, c'est une problématique de deuil. Alors, deuil traumatique, parfois. Donc, quand il y a ces situations de deuil qui sont traumatiques, où on va avoir les personnes qui vont repenser au moment de l'annonce ou au moment où ils ont appris et que cette image du moment de l'annonce reste en boucle. Là, on va prendre en soin rapidement sur cette partie-là, ce qui permettra après un accompagnement sur la partie deuil. Okay, mais c'est 2 temps différents et 2 types d'accompagnement différents, mais effectivement, s'il y a ce deuil traumatique, là, on va intervenir sur la partie trauma du deuil. Excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Je peux, pardon. Moi, c'était juste, peut-être que tout le monde le sait, mais pas moi en tout cas, pourquoi ça s'appelle la maison de Frégia. Alors j'aimerais bien... Je réponds juste à la question qui vient d'être posée. Je pose la question tout à l'heure. Ça s'appelle la maison de Freya. Alors on lui cherchait un nom, et un nom qui puisse représenter la femme. On a choisi Freya parce que c'est une divinité nord-européenne qui représente une guerrière. Donc une femme avec sa force. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles ça a été choisi. Oui, alors j'aurais voulu savoir quelle relation avec le penseur Michel Foucault. Est-ce que Foucault, dans sa jeunesse, autour de 68, est-ce qu'il a fait quelque chose sur ce plan médical? Est-ce qu'il a inventé quelque chose? Alors moi, je ne saurais pas répondre à la question, mais je me tourne vers Lydie qui peut-être a une réponse. Oui. Non. À ma connaissance, sur les victimes, non. Sur la prise en charge des victimes, je pense que ça reste une pensée autour des victimes qui est plus récente que ça. Et qu'en criminologie, on s'est beaucoup tourné vers les auteurs et la recherche d'explication des comportements des auteurs plus que les conséquences auprès des victimes. Ce serait ma réponse. Allô, oui, bonjour. Oui, je voulais vous demander, de toute façon, si ces structures ont été créées, c'est que vous y croyez toutes les deux, déjà, je pense. Quand on a vécu des traumatismes personnels, c'est mon cas, et des traumatismes par rapport à mon travail, est-ce que vous croyez à la résilience? Est-ce que vous croyez qu'un jour, toutes ces images que j'ai vues, j'étais à la permanence du parquet, les fins de garde à vue, est-ce qu'un jour on peut vraiment oublier ou il faut s'habituer à vivre avec? Je somatise. Hein. Juste de vous parler de ça, j'ai plein de symptômes physiques. Alors, on n'oublie jamais. Okay, en tout cas, dans les soins pour les traumatismes psychiques, l'idée, c'est pas d'oublier, parce que les événements, on les a vécus, ils font partie de son histoire. Les soins du traumatisme psychique, c'est plus que ces souvenirs ne prennent plus de place, plus autant de place dans le présent. Et ça, le fait de ranger enfin
les événements dans le passé comme des mauvais souvenirs, mais juste des souvenirs qui font partie du passé. Les techniques de soins spécifiques du traumatisme psychique, elles permettent ça. Elles permettent de plus être réveillé la nuit avec des souvenirs où on a l'impression que c'est comme si il s'était passé hier. C'est ne plus avoir des images qui reviennent dans la journée alors qu'on est en train de couper son steak et qu'on a l'impression tout d'un coup d'être envahi par des émotions d'angoisse ou de tristesse, comme si finalement l'événement était encore en train de se passer ou que ça s'était passé juste hier alors que ça fait 20 ans. Et donc ça, c'est possible de les ranger et de faire en sorte de ne plus être en permanence pris dans ces souvenirs-là. Mais par contre, ils font toujours partie de votre histoire et c'est important parce que c'est aussi ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Mais par contre, il ne faut plus que ces événements prennent toute la place. Donc oui, c'est possible d'aller mieux. Et oui, bien sûr, je pense à la résilience. C'est aussi ce qu'on essaye de faire avec le docteur Delbray. C'est que les personnes, elles puissent se reconstruire différemment. Parfois... ces événements traumatiques auxquels on a pu être confrontés, ils ont eu un impact négatif, mais parfois ils nous permettent de voir la vie un peu différemment, parfois de se rendre compte que on est plus fort qu'on le pensait. Et ça, chez un certain nombre de victimes de violences conjugales, quand elles vont mieux, elles se disent oui, en fait, j'ai réussi à m'en sortir toute seule, et puis j'ai réussi à reconstruire une carrière professionnelle, et puis j'ai réussi à me reconstruire un cercle d'amis, et donc je me rendais pas compte que j'avais autant de ressources à l'intérieur de moi. Okay ? Donc ça, c'est quand on a, à la fin des accompagnements, une personne qui nous dit ça, voilà, on sait aussi pourquoi on fait ce travail-là, et pourquoi c'était aussi important de monter ces unités qu'elles ont vraiment un intérêt, parce que les personnes qu'on accompagne nous montrent qu'elles ont un intérêt. Oui, il y a pas mal d'auteurs qui ont écrit sur la question de la résilience, tout à fait. Pardon, oui. J'avais 2 questions. La première, est-ce qu'il y a des structures telles que celle de la Maison des Femmes, mais pour les hommes qui auraient subi donc des violences sexuelles ou autres? Et la deuxième, c'était qui prend en charge les personnes qui envoient des mails ou qui téléphonent, du coup? Merci. Alors, des unités qui soient spécifiques aux hommes, telles que ça existe pour les maisons des femmes, je n'en connais pas pour les hommes victimes. Ça ne veut pas dire qu'on ne les prend pas en charge. C'est l'affichage qui n'est pas le même, parce que sur ces dernières années, le gouvernement affiche énormément la prise en charge des femmes victimes de violences. Donc c'est pour ça que ces unités s'appellent ainsi. Certaines de ces maisons des femmes, je pense notamment à celle de Brive, la maison de Soie, prennent aussi en charge des hommes. Nous, on prend en charge les hommes via l'unité médico-judiciaire. Et ensuite, bien sûr, la prise en charge psychologique leur est également proposée. Et si une nécessité d'accompagnement social importante se présentait, on pourrait également le faire, même si on s'appelle Maison des Femmes. Il y a aussi la possibilité de pouvoir les orienter vers les prises en charge sociales de secteur, ce qu'on fait aussi pour certaines femmes, puisqu'on ne peut pas répondre à l'ensemble des demandes, mais ça ne s'appelle pas la Maison des Hommes. Voilà. Et la deuxième question était, je l'ai oublié. Qui répond au téléphone? Alors, on a une secrétaire qui répond au téléphone sur les horaires d'ouverture que je vous ai indiqués tout à l'heure. La secrétaire prend en compte la demande, que ce soit par mail ou par téléphone, et la retransmet à l'infirmière et au médecin. Et là, l'un des deux prendra un premier contact
téléphonique avec la personne qui en fait la demande pour évaluer exactement quelle est la demande, quels sont les besoins et vérifier si ça relève de notre structure ou pas. Et si c'est le cas, un rendez-vous sera proposé pour rencontrer la personne. Déjà, merci beaucoup d'être là. J'aurais 2 questions, une question un peu personnelle. Est-ce qu'il serait possible, dans le cadre de mon mémoire qui se porte sur les violences vicariantes, est-ce que je pourrais avoir des entretiens avec vous deux? Voilà. Du coup, si à la fin de cette conférence, on pouvait discuter juste, d'échanger des contacts, pour plus vous décrire mon sujet. Et ensuite, en tant que psychiatre et aussi médecin légiste, quel est votre avis sur le SAP, donc le syndrome d'aliénation parentale, qui n'est pas reconnu notamment par la Société américaine des psychiatres, je crois non plus pas la Société espagnole des psychiatres. Du coup, je voudrais avoir votre avis. Alors, c'est pas reconnu non plus en France. Et ça a été rappelé à plusieurs reprises par différents collèges de professionnels que le syndrome d'aliénation parentale n'avait absolument aucun fondement scientifique. Et donc ça devait être banni de toutes des expertises, des procédures judiciaires. Voilà, ça n'a pas lieu d'être parce que ça n'a pas de fondement scientifique et que c'est essentiellement utilisé contre les femmes. Donc voilà, qu'il faut plutôt éviter d'utiliser ce terme-là. Je suis d'accord. Pas de commentaire à faire là-dessus. Et on peut se voir après. En fait, le syndrome d'aliénation parentale, c'est un concept qui a été développé aux États-Unis, plutôt dans la mouvance masculiniste, pour finalement accuser les femmes de faire porter à leurs enfants des propos dénigrants sur le père. En gros, un enfant venait à dire que son père soit le frappait, soit était auteur de violences sexuelles, et le père faisait dire qu'en fait c'était la mère qui avait poussé l'enfant à dire des choses mauvaises sur lui alors qu'il était un très très bon père, et que tout ça c'était finalement du fait de la mère. Voilà. Ça a parfois été utilisé dans des expertises par des experts psychiatres, et ce qui allait totalement à l'encontre de ce que les femmes pouvaient essayer de mettre en place pour protéger leurs enfants, et elles finissaient par être accusées en fait de ce syndrome. Voilà. Et donc de perdre de la garde de leurs enfants. Bonjour, je suis ici. Je suis sage-femme libérale et je fais beaucoup de suivi gynécologique. J'ai fait mon mémoire sur les violences sexuelles dans le couple et l'impact sur le suivi gynécologique. Et je voulais savoir si les femmes qui venaient vous voir, elles étaient principalement adressées par des professionnels, si elles avaient eu connaissance elles-mêmes de toutes ces structures-là, et si dans ma situation, dans la situation des professionnels, ça a un intérêt de mettre les documents à disposition sans forcément donner d'explications. Enfin, il y en a qui ne veulent pas en parler. Moi, je pose la question à toutes les consultations, mais possible que j'ai des noms. Si je mets dans la salle d'attente, est-ce que elles viendront quand même ou pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des patientes venues sans qu'on leur ait parlé de ça? Je ne sais pas si c'est clair. Alors, pour nous, oui, on a énormément de patientes qui viennent d'elles-mêmes. En termes de pourcentage, pour l'instant, je ne saurais pas dire. Il faudrait qu'à la fin de l'année, sur notre bilan prochain, je pense qu'on serait capable de répondre à cette question de manière plus exacte, en sachant qui oriente exactement les victimes. Mais il y en a énormément qui envoient un mail, qui téléphonent et qui font elles-mêmes la démarche, ou parce que ça a été conseillé par une amie, ou parce qu'elles en ont entendu parler dans les journaux, enfin vraiment différents moyens. Alors ça fait 1 an et demi qu'on est ouvert, je dirais que ça fait bien 1 an où les victimes elles viennent d'elles-mêmes. Au départ, c'était plus des orientations, mais ça fonctionne bien aussi tout seul. Par contre, il ne faut pas non plus vous empêcher
de pouvoir les orienter quand vous le souhaitez. Et, alors nous, on n'a pas encore nos flyers, ça va pas tarder, mais le centre de psychotrauma en a, et il y en a quand même à disposition un peu partout et probablement accessible aux libéraux également. Et nous, ça fait partie de nos objectifs de pouvoir fournir les salles d'attente des professionnels libéraux. Oui, nous, il y a beaucoup aussi d'orientation par la personne elle-même qui fait la démarche, d'orientation par des professionnels. On travaille pas mal avec les sages-femmes, notamment au CHU, qui nous orientent aussi des personnes. Il y a les plaquettes dans la salle d'attente, dans le service de gynéco et notamment dans les consultations dans le cadre du suivi de grossesse. Donc oui, vous pouvez mettre des plaquettes. Les plaquettes du centre de psychotrauma, elles sont téléchargeables sur le site internet. Sinon, vous pouvez aussi, on peut en envoyer, mais c'est vrai que de présenter la structure, si la personne vous en parle et que vous identifiez dans votre évaluation des symptômes psychotraumatiques, ça vaut le coup de dire, dans ce cas-là, peut-être que vous pourriez prendre contact avec le centre de psychotrauma, mais de mettre quelques flyers, ça permet aussi que la personne fasse la démarche seule. Ça, faut vraiment pas hésiter. Certes, on a des délais d'attente, mais on fait cette évaluation clinique initiale. Si on est dans le cadre d'une grossesse, on va prioriser parce qu'on sait à quel point l'impact psychotraumatique et la clinique psychotraumatique va avoir un impact sur la grossesse, va avoir un impact sur l'accouchement lui-même et va avoir un impact sur les interactions mère-bébé. Donc, on interviendra dans ce cas-là le plus rapidement possible pour permettre d'essayer de traiter, en tout cas, de diminuer l'intensité des symptômes avant l'accouchement. Donc voilà, faut pas hésiter. Bonjour, j'ai une question moi pour vos deux structures. Est-ce que des personnes allophones qui ne parlent donc pas français peuvent venir vous voir pour avoir un accès aux soins? Alors, je ne sais pas qui m'a posé la question. C'est moi ici, la main. D'accord. Alors nous, on reçoit des victimes avec interprète lorsque cela est nécessaire. On essaye de trouver un interprète dans la langue de la victime. Si on n'en trouve pas, la plupart du temps, c'est un interprète en anglais qui arrive à pouvoir interagir avec la victime. Et on dispose aussi d'interprètes en langue des signes, avec des services qui sont disponibles sur le CHU et Henri Laborie également. Donc c'est pas une difficulté pour nous, à partir du moment où on peut l'anticiper un petit peu, bien sûr, pour pouvoir trouver l'interprète. Parce que si la personne, elle vient et qu'on ne se comprend pas, ça va être une difficulté pour elle, supplémentaire, qui va être ressentie, et pas forcément une aide à ce moment-là. Donc ça peut faire parfois que la victime ne revienne pas. Sur le centre de psychotrauma, c'est pareil. On prend en soin, quelle que soit la langue de la personne, avec interprétariat. On n'a pas trop de difficultés à trouver des interprètes dans la langue native de la personne. Après, on va aussi adapter nos soins, parce que le traitement du psychotrauma, c'est le soin en psychiatrie, il y a une grosse part culturelle. Et donc, il va falloir qu'on adapte aussi les techniques de soins à la culture de la personne, parce que vous n'allez pas expliquer le psychotrauma de la même façon à une personne occidentale et une personne d'Afrique subsaharienne. Il y a des choses qui n'ont pas de sens en lien avec la culture. Donc, on va adapter nos techniques et nos outils thérapeutiques, et notamment, il y en a un qu'on utilise pas mal avec les personnes allophones, c'est la thérapie de la reconsolidation, qui est une thérapie où on va demander à la personne d'écrire le récit de l'événement traumatique, et là on lui demande de l'écrire dans sa langue, ce qui permet de faciliter la thérapie, parce que finalement elle va relire le récit dans sa langue. Alors au départ, avec la présence d'un interprète, on va s'assurer que le récit est écrit correctement et répond aux exigences pour permettre la réactivation du souvenir. Mais après, ça permet que les autres relectures du récit soient faites pas forcément en présence de l'interprète. Si la personne parle tout petit peu anglais, on va réussir à se débrouiller pour évaluer la symptomatologie, mais la séance en elle-même ne va pas forcément nécessiter d'interprétariat, ce qui protège aussi l'interprète. On parlait du trauma vicariant, mais
parce qu'au centre de psychotrauma, on travaille sur vraiment les souvenirs traumatiques. Donc on s'expose au récit des traumas les plus difficiles. Donc cet outil, cette technique thérapeutique-là, et je trouve particulièrement intéressante pour ces patients-là. Bonjour, je m'appelle Salomé et j'avais envie de plus parler de l'engagement et de l'action des associations. Donc je voulais savoir si, au début vous avez parlé qu'avant 2011 et 2012, il y a eu comme un manque d'infrastructures ou de structures médicales qui pouvaient accueillir des victimes qui a été victime de violences, pardon. Et je voulais savoir si ces associations, elles étaient un réel palier à ces structures de soins, s'il y a un lien de complémentarité. Et aussi, donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de victimes, et j'ai l'impression que nous, dans notre entourage, on peut presque tous devenir aidants, autant dans notre vie privée que dans notre engagement dans des associations, mais on n'est pas tous soignants. Et donc, je voulais savoir, vous, comment vous voyez l'action de ces non-professionnels et quels seraient vos conseils pour ces personnes-là. Et puis enfin, je voulais savoir si vous, dans votre passé, vous avez aussi fait l'objet d'un engagement en tant que bénévole au sein d'associations comme des associations qui accompagnent des victimes de violences sexistes et sexuelles. Tu veux que je commence ? Alors, moi, je n'ai jamais été bénévole dans une association, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Parfois, je dirais même que je suis bénévole pour mon travail. On travaille bien plus d'heures que ce qu'on est censé faire, et donc ça ne nous permet pas de pouvoir s'engager dans ce genre de choses. Peut-être à la retraite, nous verrons. En ce qui concerne alors, la première question... Le lien avec les associations. Alors nous, on a toujours eu des liens avec nos associations sur le département qui sont essentielles pour nous, puisque alors quand il y avait uniquement l'unité médico-judiciaire, bien sûr, on envoyait les victimes vers ces associations, comme pouvaient le faire les policiers, les gendarmes qui avaient ce relais-là. Mais les associations, elles ont aussi leurs limites de moyens et elles sont souvent également débordées. Et nous, on ressentait le besoin de pouvoir avoir également une structure et des outils au sein même de l'hôpital pour pouvoir y proposer en plus une prise en charge accès santé. Donc on propose aussi d'autres prises en charge sur le même lieu, mais on travaille toujours avec ces mêmes associations, dont certaines sont même sur les permanences chez nous, et on travaille toujours en réseau ensemble. Lorsque une victime est prise en charge par une association avant nous, on ne va pas se superposer à cette prise en charge. Si elle prend contact avec nous, on va lui demander qu'est-ce qu'elle attend de plus de notre structure, on va évaluer ce qu'elle a déjà et on va évaluer qu'est-ce que nous, on peut lui apporter en supplément. Et on ne va pas faire de suivi psychologique, on va essayer de travailler sous forme de complémentarité pour proposer une prise en charge la plus optimale possible, la plus efficiente possible à la victime. En ce qui concerne les pères aidants ou les aidants dans les associations, pour nous, pour l'instant en tout cas, on ne peut pas faire intervenir d'aidants non professionnels sur notre structure, qui est un hôpital dans lequel on doit travailler avec des professionnels qui vont être le plus formés possible. Mais je reste persuadée que ces aidants ont une place à jouer très importante dans les associations, dans les soutiens possibles autour, mais en tout cas ne peuvent pas être sur la même place qu'un professionnel soignant à l'intérieur de l'hôpital. Oui, pour compléter ce que disait Alexia, c'est vrai que je pense que quand on est engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes, ça prend beaucoup de place. En tout cas,
voilà, on est un certain nombre et un certain nombre de professionnels ici à être engagés vraiment très fortement pour améliorer l'accompagnement des femmes victimes de violences et des victimes de violences en règle générale. Donc c'est sûr qu'en termes de temps, ça prend les soirs et les week-ends, notamment pour essayer de sensibiliser de plus en plus de personnes à ces questions-là. La question du bénévolat, alors moi en tant qu'étudiante en médecine, je voulais faire tous autre que déjà ce que je faisais dans le quotidien. Donc moi, j'étais plutôt bénévole dans le milieu de la culture. Ça me semblait... Voilà, c'était mon espace de liberté, parce que je pense que c'est aussi important de s'aérer la tête quand on travaille sur ces questions-là, de ne pas faire que ça. Donc l'engagement et pouvoir changer un peu d'air en allant voir des spectacles, de la musique. Voilà. En tout cas, moi, c'était ma façon de trouver un équilibre. Sur la place en tout cas de la population qui n'est pas professionnelle, on va dire, auprès des victimes de violences, oui, elle est essentielle. On a fait un colloque la semaine dernière, justement, où c'était quelle place pour les différents acteurs pour les différents acteurs dans l'accompagnement des victimes, des personnes à l'épreuve du psychotrauma. Chacun a un rôle à jouer, mais chacun a sa place. Les personnes qui vont être proches d'une personne qui souffre d'un psychotrauma, déjà comprendre ce que c'est le psychotrauma, comprendre les réactions de la personne. Donc, il y a pas mal d'outils de sensibilisation à ce que c'est le psychotrauma pour pouvoir trouver les mots justes, pouvoir adapter sa posture aussi en fonction de la clinique et des symptômes que peut présenter la personne dont on est proche. Essayer de ne pas culpabiliser en disant... le mot qu'on entendait, qu'on entend moins, mais passe à autre chose. Non. Ça fait 10 ans, c'est bon, tu pourrais passer à autre chose. C'est que tu te complais. Ah, ok, donc ça, on évite. Parce que la clinique et le mécanisme vraiment qui sous-tend le psychotrauma fait que de toute façon, on ne peut pas passer à autre chose parce que le cerveau fait que ça ne peut pas passer à autre chose. Donc, essayer d'être le plus bienveillant possible et puis... orienter vers les structures qui vont pouvoir accompagner vraiment ces personnes, mais les orienter aussi à leur rythme en fonction de là où ils en sont dans leur parcours personnel. Donc vraiment accompagner en fonction des besoins. Je dirais que ce sont le grand cadre qui devrait permettre l'accompagnement des personnes à l'épreuve du psychotrauma. Et quand on n'est pas professionnel aussi, ne pas s'exposer à des récits traumatique, parce que faire raconter à une personne qui a été confrontée à une situation traumatique, ça ne va pas forcément être bénéfique pour elle, sauf si elle veut vraiment en parler. Mais peut-être que pouvoir lui dire, bon, tu me dis qu'il t'est arrivé quelque chose et que tu as été victime de ça, ok, mais ça va être important de pouvoir... en parler, si tu en es d'accord, mais en parler à un professionnel. Moi, j'ai peut-être pas besoin de tout savoir et que tu me racontes tout ce qui t'est arrivé. Il faut aussi savoir se protéger quand on n'est pas professionnel de certains récits et savoir là où sont ses limites et pas se poser comme un sauveur parce que voilà, personne n'est sauveur. En tant que professionnel, on n'est pas sauveur tout seul. Et que c'est par contre en accompagnant la personne selon ses besoins qu'on va vraiment pouvoir lui permettre de se reconstruire. Merci. Alors on a largement débordé. On va devoir libérer nos invités. Merci beaucoup. Et devoir libérer la salle pour accueillir une autre table ronde. Désolée. Merci.